prenez le pouvoir. Vous êtes la masse, vous avez le nombre qu'il faut. En fait, c'est-à-dire, je comprends même pas. Les jeunes d'aujourd'hui sont mieux formés que nous. Après, il y a autre chose. Il faut maintenant travailler sur les priorités. Vous pensez que tous les jeunes tchak-tchak que vous voyez assis ont forcément le choix? Non. La plupart ont des diplômes d'enseignement supérieur. Lorsque nous mettons des mots sur les mots, les 10 mots deviennent des maudits et cessent d'être maudits. Une citation de Guy Corneau. Bonjour ou bonsoir, c'est Rahma de la plateforme Morale, des mots et des râles. La plateforme qui met en lumière les mots MAUX de la société, mais qui également propose des solutions. Donc, tout d'abord, je vais t'inviter à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Tu peux également me trouver sur les réseaux sociaux, notamment Facebook Morale by Rahma, Instagram mo-ral. Alors puisque c'est ma toute première vidéo de l'année 2024, j'en profite pour te remercier, mais également te souhaiter une bonne et heureuse année 2024, que cette année soit une année de bonheur, de santé, de prospérité, de réussite, mais surtout d'accomplissement. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir une personnalité dans mes mots et mes râles, une figure passionnée de l'excellence, de la connaissance et du partage. Il est un rêveur et un optimiste. Quand il reçoit, il donne. Quand il apprend, il enseigne et il partage. Sa conviction profonde est que la lutte contre la pauvreté passe par la maîtrise du savoir. Il a eu plus d'une vingtaine d'années d'expérience dans le secteur privé international avant de rejoindre l'administration publique sénégalaise comme respectivement directeur général de l'Office des forages ruraux OFOR et de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, ONAS, qu'il quitta en janvier 2021. Monsieur Lansana Gagné Sakho est membre du Centre africain de veille et d'intelligence économique, CAVI. Il est aussi un passionné du continent africain qui reste très engagé sur les questions liées à la problématique des jeunes africains. Bonjour Monsieur Sakho, merci d'avoir accepté mon invitation dans mes mots et mes râles. Merci Rahma, tout le plaisir est pour moi. Comme vous l'avez fait tout à l'heure, je profite pour souhaiter une très bonne et heureuse année à tous les Sénégalais, en particulier aux jeunes, parce qu'ils sont à des tournants assez difficiles. Mais voyant, moi je suis rassuré parce que je sais que notre jeunesse a beaucoup de talent. Et c'est tout simplement de l'accompagner pour qu'elle arrive à s'en sortir. Absolument. Et je pense que c'est ce qu'on attend, prendre des initiatives dans la vie, ne pas toujours rester passif. Et je pense qu'on va y arriver, ça peut être difficile, mais on va y arriver. La force de notre continent, c'est sa jeunesse en réalité. Ailleurs où les populations vieillissent, nous avons une force vive très importante. Et je pense qu'il faut toujours essayer de mieux l'accompagner. Et c'est pour ça que c'est toujours pour moi un plaisir de partager avec vous, discuter et voir quels sont les beaux mots dont vous parlez et sortir les mots MAUX pour aller dans un sens positif et accompagner cette énergie débordante pour en faire un succès pour le continent de demain. Absolument. Alors, Monsieur Sakho, on va commencer par le commencement. Ouais. Et quand je dis commencement, on va un peu parler de votre enfance. Ouais. J'ai l'habitude de poser cette question à mes invités parce que nous savons tous que l'enfance joue un rôle déterminant, considérable dans la personnalité de l'adulte. Donc aujourd'hui, je vais vous demander de me donner 2 mots qui vont définir votre enfance et actuellement Monsieur Sakho à l'âge adulte face à la vie. Quels seront ces 2 mots et pourquoi le choix de ces mots? Discipline et savoir. Pourquoi le choix de ces mots? D'abord, une personne, c'est mon père. Je pense que c'est 2 notions qui sont très importantes, qui forgent les personnes si on les inculque ces valeurs dès le bas âge. Et mon père a toujours compris l'importance de ces 2 mots, la discipline, dans tout ce qu'on fait.
aussi bien sur le plan privé que sur le plan professionnel. Sans discipline, on n'arrive à rien du tout. Je pense que ça, c'est quelque chose de vraiment essentiel. Absolument. L'autre, c'est le savoir, c'est la connaissance. Ça, c'est la base de toutes les sociétés, parce que nous vivons dans un monde de compétition, où seuls les meilleurs arrivent à s'en sortir. Et je pense que c'est pour ça que ces deux mots sont très importants. Et c'est des mots qui traversent toutes les générations, ces deux mots, la discipline et le savoir. Et je pense que c'est pour ça que ces deux mots sont importants. Et pendant toute mon enfance, une grande partie, je vais dire, parce que ça n'a pas été tout le temps, ces deux mots ont été mon leitmotiv pendant tout le temps. La discipline et le savoir. Et jusqu'à présent, ce sont mes leitmotivs. Sur le plan professionnel, ces deux mots m'ont également accompagné pendant toute ma carrière professionnelle et ont fait que je pense être arrivé à réaliser de très très bonnes choses avec ça. J'ai jamais, par exemple, arrêté d'apprendre. Mon doctorat, je l'ai fini il y a 2 ans, je pense. Alors, ouais. On ne finit pas d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Mais l'apprentissage, elle n'est pas seulement livresque. D'accord? Elle se noue également à travers le contact avec d'autres personnes. On parle en général de classe de personnes. Mais dans ce domaine, il n'y a pas de classe de personnes. On apprend toujours par rapport à l'autre. On apprend même par rapport à son fils. Et je pense que c'est pour ça que ces deux mots m'ont suivi partout depuis mon enfance jusqu'à présent. L'apprentissage et la discipline. La discipline dans le travail, la discipline dans la vie, la discipline dans les rapports qu'on a avec les personnes. Et je pense que quand on arrive à mouler ces deux mots dans sa vie quotidienne, il peut arriver qu'on ait moins de problèmes. C'est ça, c'est vraiment les deux mots importants. Mais quand vous dites discipline, est-ce que vous avez reçu une éducation stricte qui vous a permis de mettre en pratique cette discipline? Strict, oui. Je ne sais pas si je peux dire strict. On a été responsabilisé très très tôt. Quand je dis responsabilisé très très tôt, on a su dès le début, quand on était jeunes, mes frères et moi, que bien travailler à l'école, tu le fais pas pour ton parent, ta mère et ta mère, tu le fais pour toi-même. Mais ça venait de l'éducation qu'on avait reçue de notre père, qui était enseignant. Et je pense que les enseignants ont quelque chose de spécial par rapport à l'éducation en général, c'est qu'ils savent à quel moment précis et sur quel code il faut transmettre, aux enfants. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont changé maintenant. Hein. Je pense que les enseignants d'il y a 20 ans n'ont rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. La société a beaucoup changé. D'accord, voilà, c'est ça. Strict, elle était un peu, je pense que je dis pas ça, c'était strict. Je pense qu'elle était même pas stricte, c'est qu'on nous apprenait des leçons de la vie. Parfois, vous allez priver un enfant. Certains vont penser que vous le privez parce que vous êtes trop strict, trop dur, entre guillemets, alors que vous êtes en train de lui apprendre à se débrouiller. Vous êtes en train de lui apprendre de quoi la vie sera faite demain. Vous pouvez être dans un cadre où vous avez tout. La vie réserve des surprises. Demain, vous vous retrouvez dans un cadre où vous n'avez rien. Alors que si vous avez été éduqué en respectant certains codes, vous allez toujours pouvoir vivre partout où vous allez. Et je pense que c'est pour ça que je ne parlerai pas de caractéristiques d'une éducation, mais je parlerai plutôt d'apprentissage de la vie. Il y a des hauts et des bas. Et je remercie ma mère, je remercie mon père pour cette éducation stricte qu'ils m'ont donnée. Stricte entre guillemets. Alors, nous allons toucher à votre parcours. Parce qu'au regard de tous ces postes que vous avez occupés avec brio, le Sénégalais est aujourd'hui conscient de tout ce que vous avez pu lui apporter. Et en même temps, nombreux restent curieux de connaître ce parcours afin qu'ils puissent s'en inspirer. Pourriez-vous revenir brièvement sur ce parcours? Bon, quand les gens parlent de parcours en général, on pense tous à des diplômes. Bon, je vous ai dit tout à l'heure, hein, j'ai fait un diplôme d'ingénieur, j'ai fait un MBA, j'ai fait un doctorat, j'ai fait un PhD certif. Mais pour moi, ça, c'est des présomptions de connaissances.
Ça n'a rien à voir avec le parcours professionnel. Vous pouvez être excellent à l'école, après en entreprise, ça marche pas. Ça peut arriver. Et dans nos pays, il y a beaucoup de chances dans nos carrières. Peut-être qu'aujourd'hui ça a changé, mais nous, quand on était à un terminal pour aller faire des études supérieures, tu ne savais même pas quelle est la raison pour laquelle tu vas faire telle branche. Voilà. Ce que je peux te dire aujourd'hui, la première chose, c'est la façon dont le monde fonctionne aujourd'hui. On a besoin de polyvalence, on n'a pas besoin de spécialistes. Même vous, ce que vous faites, on a besoin de polyvalence. Vous devez maîtriser, vous devez avoir une spécialité et maîtriser les autres métiers connexes, les autres métiers connexes sur le plan professionnel. Parce que ça, c'est important, parce que les gens ont besoin de personnes polyvalentes. La deuxième chose qui est importante également, ça, il faut le savoir. Moi, quand je sortais de l'école, je pense que j'avais 4 ou 5 propositions de travail. Aujourd'hui, c'est loin d'être le cas. Ça dit que la compétition, elle est très, très importante. Vous pouvez avoir 100 ingénieurs qui sortent, mais celui qui fera la différence, c'est celui qui pourra apporter un plus à son employeur demain. Et il y a des fonctions qu'on néglige très souvent. Très souvent. La première, nous sommes dans un pays anglophone, francophone. Je ne sais pas si c'est votre cas ou pas, mais aujourd'hui, quelqu'un qui veut aller très loin et qui ne maîtrise pas l'anglais, il est un analphabète. Absolument. Il est un analphabète. Mais je pense que le monde est tellement ouvert aujourd'hui que les jeunes s'y mettent tous et ils ont compris. Et certains établissements ont déjà commencé à faire le shift. Ça, donc, je pense qu'il faut, ça c'est un truc qu'il faut maîtriser. L'autre qu'il faut maîtriser, et c'est ce qu'on appelle les soft skills. Il faut pouvoir se vendre dans la vie. Vous avez beau être brillant, le premier dans votre classe, si vous n'avez pas les capacités de vous vendre, vous n'irez nulle part. Je pense que c'est deux choses sur lesquelles il faut travailler, mais il faut à la base être polyvalent. D'accord. Ça, c'est des capacités qu'il faut. Maintenant, quand vous entrez dans une organisation, il faut comprendre que les 3, 4, 5 premières années, vous apprenez à travailler. Vous sortez de l'école, ce que vous avez, c'est des connaissances livresques. Ça veut dire que vous apprenez à travailler. Et c'est les mêmes mots qui reviennent, ce que je disais tout à l'heure, c'est la discipline et le savoir. Vous avez appris le savoir académique à l'université ou dans l'enseignement supérieur. Maintenant, ce que vous apprenez, c'est le savoir professionnel. Comment on travaille. Et ça, pour y arriver, il faut apprendre en permanence. D'accord? Et apprendre par rapport à les vocations qu'on va faire dans le futur. Voilà, je pense que c'est deux choses sur lesquelles. Donc, il y a une chose il faut être différent des autres sur le plan professionnel. Être différent, c'est par rapport à sa formation de base, développer très rapidement d'autres skills. Vous pouvez le faire en vous finançant vous-même, ou bien parfois vous avez votre entrepreneur qui le fait. Mais même s'il ne le fait pas, sachez que vous êtes en train d'apprendre un métier, faites-le vous-même, c'est un investissement. L'autre volet, c'est quand vous rentrez dans une organisation, il est très important de savoir que quand vous commencez à travailler, vous êtes en train d'apprendre un métier. Ayez de l'humilité. Quel que soit votre grade, ayez de l'humilité, reconnaissez que vous êtes en train d'apprendre et soyez discipliné. Être discipliné, c'est quand on vous confie des tâches, il faut arriver à les faire dans les normes. Mais ce qu'il faut dire également, c'est que quand vous êtes dans une organisation privée, ces notions de discipline, ces notions de rigueur sont très respectées. Et malheureusement, quand vous travaillez dans l'administration publique de nos pays, c'est pas forcément le cas. C'est un avis peut-être qui est faux, mais moi je recommanderais à un jeune qui a le choix entre travailler dans l'administration et travailler dans le public, dans le privé, dans le public, à sa début de carrière, je recommanderais de ne pas aller travailler dans le secteur public, dans nos pays. Parce que après,
on prend certaines habitudes qu'on ne peut pas forcément transposer dans un environnement où on vous demande d'être rigoureux et de faire les choses dans les règles de l'art. Voilà. Mais j'espère que demain, les choses pourront changer. Mais je pense que c'est très, très important ce que je viens de dire là. Parce que quand vous êtes en apprentissage, c'est là que vous apprenez les bonnes pratiques de tous les jours. Voilà, comme je dis, dans le secteur privé, en général, les gens sont très rigoureux. Le secteur privé, c'est un peu différent. Je ne dis pas partout. Mais moi, un jeune, je lui recommanderais, s'il a le choix, je dis bien s'il a le choix, de commencer toujours son expérience dans le secteur privé avant d'aller. Après, la transition, passer du privé au public est très facile. Et beaucoup plus facile que dans le sens contraire. Ça peut arriver dans le sens contraire, mais dans l'autre sens, c'est complètement différent. Normalement, toutes les deux organisations publiques comme privées, leur rôle, c'est de créer de la valeur. C'est même plus exigeant pour le secteur privé, parce que le secteur privé, les actionnaires, ce sont les citoyens. Ils doivent être à l'écoute des citoyens et créer de la valeur. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Et je le dis en connaissance de cause. Donc moi, je pense que pour les jeunes, ceux qui peuvent et qui ont le choix, et qui sont dans une perspective de faire des carrières, je recommanderais fortement d'essayer de commencer par le secteur privé si vous avez le choix. Après, la transition, elle est très, très facile. Mais Monsieur Sakho, vous insistez beaucoup sur l'apprentissage, l'humilité, et vous avez aussi dit que si le jeune a le choix, normalement on a le choix. On a toujours le choix, soit d'entreprendre. Du moment où nous connaissons notre valeur, où nous connaissons, nous avons conscience de notre potentiel, je pense que de là, à partir de là, on a le choix d'aller à droite ou à gauche, ou tout droit. Vous ne pensez pas? Non. Le monde a beaucoup changé aujourd'hui. Vous pensez que tous les jeunes tchak-tchak que vous voyez assis ont forcément le choix? Non. La plupart ont des diplômes d'enseignement supérieur. Ils font ce métier de survie. Je pense, j'en ai parlé tout à l'heure avec vous également. Tous les jeunes vous disent, je veux entreprendre. En réalité, ils veulent entreprendre face à une situation de précarité. Parce que nous ne sommes pas arrivés à trouver une solution pour ces jeunes-là. Quand je dis le choix, c'est que si vous avez la possibilité de vous faire embaucher quelque part, dans une organisation normale, dans un pays normal, ce qu'on appelle les forces vives d'un pays, c'est la jeunesse. Elle doit avoir le choix, mais pour ça, il faudrait qu'on arrive à trouver un bon encadrement pour que tous ces jeunes pour lesquels nous avons dépensé beaucoup d'argent à l'État, de même que les parents, qu'après les études, ce ne soit pas un cauchemar. Aujourd'hui, vous allez voir des étudiants qui ont fini à l'université, mais qui ont peur de sortir. Parce qu'ils vont se dire, de quoi sera fait demain? Est-ce que je vais trouver du travail? C'est à ce niveau que je parle de choix. Mais il faut que nous créions les conditions pour que notre jeunesse puisse trouver un choix de carrière après. Et c'est possible. C'est seulement une question d'orientation stratégique. Qu'est-ce que nous voulons faire pour y arriver? Non seulement c'est possible, c'est également que nous n'avons pas le choix. Quand tu vois notre continent, le Sénégal en particulier, tu as la population qui est multipliée par 2 tous les 25 ans. 70% en moins de 30 ans. On ne peut pas continuer à ne pas donner de perspectives heureuses à ces jeunes. Je partais dans un pays il y a 15 jours. J'ai vu des images qui m'ont choqué. Beaucoup de jeunes Sénégalais s'accordent où, vous allez où, au Nicaragua. Je n'en revenais pas. J'ai vu des jeunes filles de votre âge. Ces gens n'ont pas forcément le choix. Avec tous les risques, tous les jeunes qui traversent pour aller en Europe. Nous devons trouver les moyens pour créer les conditions pour que nos jeunes puissent rester et se retrouver. Et ce n'est pas des solutions qui manquent. C'est simplement une question d'approche qu'il faut. Il faut une approche intégrée, beaucoup plus globale, pour arriver à caser tous ces jeunes-là. J'espère, ça fait partie des vœux également que je formule, que tous ces jeunes Sénégalais qui adorent leur pays, qui se battent, trouveront demain des solutions. On ne peut pas tout régler en même temps, je le sais, mais pour au moins qu'ils puissent s'épanouir et ne plus prendre les océans ou ne plus prendre
ces routes qui sont suicidaires. Tout à fait. Alors, vous avez déjà commencé à aborder les mots MAUX, mais nous allons revenir à votre parcours, un peu à vous. Est-ce que toutes ces réalisations de M. Sakho, est-ce que ce fut un accomplissement ou un rêve ou alors des objectifs que vous avez enfin pu réaliser, ou vous vous êtes tout simplement laissé porter par le vent, guidé par le vent? Non, pas du tout. Je me suis pas du tout laissé porter. Moi, j'ai eu un diplôme d'ingénieur. Quand j'ai eu un diplôme d'ingénieur, mon premier poste, c'était à la Soboa, il y a tellement longtemps. Et c'est venu comme ça. Un jour, le directeur général de la Soboa m'a appelé, il me dit, écoute, j'ai appelé ton école, il m'a dit, tu étais bon, on voulait travailler avec toi. Il m'a dit, écoute, on va te confier les travaux neufs. Donc, je m'occupais un peu de superviser les travaux neufs, je travaillais dessus. Après, j'ai vu un ancien promotionnaire qui était là-bas. Et après, je me suis rendu compte qu'il était, qu'il était sur les machines tous les jours, il n'était pas dans des positions stratégiques, etc. Au bout de 2 mois, je me suis dit, je ne vais pas rester à ce poste. Et c'est là où je vous dis, savoir, j'ai regardé qu'est-ce que je pouvais faire. Et j'étais tout jeune sorti. Au bout d'1 année, j'ai commencé à payer mes cours moi-même. Et je suis parti au César, j'ai fait un diplôme de gestion d'entreprise. Après, j'ai fait beaucoup d'autres. Et tout ça, c'est moi qui payais de ma propre poche en réalité. Bon, après ça, au bout de 8 ans, 8 ans, je dis, parce que c'est là où je reviens sur l'apprentissage. Sur 8 ans, j'avais tellement de propositions, mais j'ai jamais voulu partir. Parce que je disais, j'apprenais mon métier. Et au bout de 8 ans, je me sentais prêt. Après, je suis parti. Je suis même pas parti. On est venu me chercher. Excellent. Après ça, je suis parti, j'ai travaillé dans beaucoup d'entreprises. Mais tous les postes que j'ai eus après, on est venu me chercher. C'est vrai que le contexte de ces moments est différent. Parce que en ces temps, il n'y avait pas forcément autant de ressources humaines, autant de demandes sur le marché. Mais on est venu me chercher. Mais là où je mets le bémol, c'est que la personne dont je vous parle, elle est restée dans la même entreprise pendant toute sa carrière après. Et elle n'a pas beaucoup bougé. C'est pour ça que j'ai dit le problème de savoir, le problème d'apprentissage et le problème de vouloir pousser, de polyvalence, aller de l'avant. C'est quelque chose de personnel. C'est vous qui devez vous l'imposer. Il faut que vous ayez tracé votre carrière pour dire c'est ça et ça et ça que je vais faire. Avoir une feuille de route claire. Voilà, je vous ai parlé de l'anglais. Je pense qu'après j'ai travaillé chez Coca-Cola. Je parlais pas un mot. Vous avez travaillé où? Chez Coca-Cola. Ok. À West Africa, notre bureau était à Abidjan. Et j'étais dans une boîte locale ici. Ça aussi, c'est un problème, je pense qu'on va revenir dessus. Et on m'affecte au Mali et c'était mon premier poste à l'expatriation. La première semaine, j'envoie mon rapport en français et on me le renvoie. Il me dit ici, on ne parle pas français ici. Je ne parlais pas un mot anglais. Ok. Tu n'avais pas le choix. Et je me suis débrouillé, je me suis mis à écouter, je me suis mis à lire. Au bout de 2 mois, c'est revenu. C'est pour ça que je dis, en ce temps, c'était tolérant. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est que si vous ne parlez pas cette langue, c'est que vous franchirez même pas la barrière pour rentrer dans des organisations internationales. C'est-à-dire, c'est une obligation. C'est comme la maîtrise de l'informatique. C'est comme savoir se vendre. Voilà. Donc, c'était vraiment tracé. Je savais exactement ce que je voulais. Je savais où est-ce que je voulais aller, comment je devais y arriver. Et je me suis battu pour ça, dans la discipline, dans la rigueur, dans mon travail. Je me suis battu pour ça en investissant beaucoup en investissant énormément dans le savoir. Et le savoir, quand j'ai investi personnellement. J'ai pas attendu qu'on vienne investir pour moi. Et ça m'a permis naturellement de développer une polyvalence. Moi, j'ai fait ma formation de base, c'est une formation d'ingénieur. Mais les ressources humaines n'ont pas de secret pour moi, le marketing n'a pas de secret pour moi, les finances n'ont pas de secret pour moi. Mais tout ça, c'est pas venu comme ça. J'ai investi dessus dans la formation professionnelle, mais également j'ai pratiqué. D'accord? Et quand je vous ai dit apprendre des métiers,
la Soboa, j'ai beaucoup appris, c'est de l'apprentissage, mais la société dans laquelle j'ai vraiment appris comment on travaille, c'est chez Coca-Cola. Oui, ça fait j'ai vraiment appris, on te responsabilise, on te donne les moyens, et tu gères ce qu'on appelle l'opération. Ça va des finances jusqu'à la technique, en passant par le marketing. Tu as une vision vraiment très, très globale. Et je pense qu'après ça, tu as toutes les portes qui s'ouvrent devant toi. Monsieur Sarro, vu toutes ces décisions que vous avez su prendre au moment opportun, ça va me permettre justement d'aborder la question du leadership. Alors, j'ai fait un tour sur vos réseaux sociaux, sur vos pages, et vous avez en couverture une pensée, alors qui est la suivante. C'est en anglais. Leadership is never a finished product. It's an ongoing process that needs continuous nurturing and refinement. Pourriez-vous nous traduire déjà cette assertion pour les personnes qui ne comprennent pas anglais et qui devraient aller apprendre l'anglais et nous édifier sur le sens véritable de ces mots? Voilà, je pense qu'il y a des choses qui sont finished product. Finished product, c'est produit fini. C'est que le leadership, c'est jamais quelque chose de fini, d'acquis. C'est quelque chose de continuous process, c'est quelque chose de continu, de permanent. C'est qu'on apprend tout le temps et on partage tout le temps. C'est jamais quelque chose de figé, quel que soit l'âge. Parce que le leadership, il est pas quelque chose de figé. Statique. Il dépend essentiellement de l'environnement avec lequel on est. Voilà. Il y a de grosses différences, très grosses différences en général, entre ce qu'on appelle un leader et ce qu'on appelle un manager. La base principale d'un leader, c'est quelqu'un qui inspire. Mais non seulement il inspire, mais il est généreux. Généreux dans le partage, généreux dans sa capacité de vouloir déléguer à d'autres, généreux dans sa capacité également de vouloir développer d'autres. Beaucoup parlent de ce terme, mais en réalité dans leur pratique quotidienne de tous les jours, c'est vraiment le jour et la nuit. Mais la principale capacité d'un leader, c'est qu'il inspire et que tu dois trouver du plaisir à travailler. Tu dois trouver du plaisir à travailler avec un leader. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle un chef. Tout à l'heure, je vous disais tout à l'heure que quand vous êtes jeune et que vous avez la possibilité de commencer dans l'administration publique et le privé, faites la différence. Voilà. Et dans ces deux organisations, la notion de leader est essentielle. Et c'est là où vous voyez la différence. Dans l'administration, vous avez ce qu'on appelle c'est pas des leaders, c'est des rois. La première fois que j'ai entendu parler du mot loyauté, qui n'a jamais existé dans l'administration, dans mon vocabulaire, c'est dans l'administration publique. Dans le secteur privé, le mot loyauté n'existe pas. Tu n'es loyal à personne. Tu es loyal aux actionnaires. Mais ton supérieur hiérarchique, vous devez travailler ensemble. Son rôle, c'est de vous développer. Vous n'allez pas lui dire merci parce qu'il vous a aidé à vous développer. Dans l'administration, on ne vous appelle même pas par votre nom, on vous appelle monsieur le directeur général. Dans le secteur public, où j'ai travaillé moi à l'international, ces termes n'existent pas. On vous appelle par votre prénom et ça ne change absolument rien. Et vous n'avez pas de droit de vie et de mort sur les gens. C'est pour ça que quand vous commencez dans le secteur public, vous voulez aller dans le secteur privé avec ces connotations, vous n'allez pas survivre. C'est pas possible. Ça ne marchera pas comme ça. Parce que justement, comme j'ai dit, le leader n'a rien à voir avec ce qu'on appelle le patron. Alors que faire le saut de l'autre côté est plus facile. Mais si vous faites le saut de l'autre côté et que vous ne faites pas attention, votre capacité de leader que vous aviez peut se transformer en capacité de simple, de moins dictateur que je dirais. C'est pour ça que moi, dans ma vie, quand je suis passé au secteur public, c'était pas facile. Parce que il y a des choses que je ne sais pas faire. Ce que je ne sais pas faire, c'est par exemple dépasser mon collaborateur ou ne pas le saluer. Je ne sais pas faire ça parce que
dans toute ma carrière, on m'a toujours appris qu'un collaborateur, on doit le respecter, quel que soit son niveau. Mais dans l'administration publique, ceux qui osent regarder leur directeur, mais tu les comptes. Ça veut dire que le gars, il passe, tout le monde entre en brousse. Et je pense que c'est des choses qu'il faut changer. Mais ça, c'est dans nos pays. C'est pas comme ça ailleurs. C'est dans nos pays que cela se passe. Les notions de hiérarchie qui existent. Et je pense que ça, c'est des choses qu'il faut beaucoup changer. Et je pense justement, nos pays, je pense au niveau des organisations, on a besoin de leaders, mais beaucoup plus loin. Un type comme Mandela, il inspirait. C'était un leader. Il respectait son peuple. Il savait placer les bons mots au bon moment, là où il le fallait. Malheureusement, des Mandela, des Nyerere, Julius Nyerere en Tanzanie, il n'y en a pas beaucoup dans nos pays. Nous avons plus des rois qui ont droit de vie et de mort sur les gens qu'autre chose. Et après, ça biaise tout. Après, ça biaise tout. Et je pense que l'Afrique manque vraiment de leadership. Mais je suis en train de me rendre compte que la nouvelle génération est en train de changer de paradigme à ce niveau-là. D'abord, elle adore partager. Et ça, c'est les premières qualités d'un bon leader. Accepter de partager. Donc, quand je dis que c'est quelque chose de jamais fini, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours. Même votre enfant chez vous à la maison, vous devez lui montrer des capacités de leader pour que vous puissiez l'inspirer, pour qu'il puisse dire, moi, j'ai envie de ressembler à mon père demain. Et ça, c'est très possible, à mon avis. Donc, je pense que c'est des notions qui sont très, très importantes et sur lesquelles je pense qu'il faut beaucoup insister si on veut transformer l'Afrique. Donc, tu as ce qu'on appelle, il y a quand même deux choses. Tu as ce qu'on appelle leadership d'expertise, c'est la connaissance et tout ça. Mais ce dont l'Afrique manque beaucoup, c'est ce qu'on appelle leadership politique. C'est-à-dire des politiques qui sont capables d'inspirer les gens, d'inspirer les politiciens et de les suivre. Quand tu prends un pays comme le Sénégal, malheureusement, tout tourne autour de l'argent. Tout tourne autour de l'argent. On vous respectera plus parce que vous avez de l'argent, mais ça, c'est la structuration de la société. Mais ça n'a absolument rien à voir avec le leadership. Un leader, c'est quelqu'un qui est capable d'inspirer. C'est simplement ça. Donc, si je comprends bien, il n'y a pas de hiérarchie dans le leadership. Non, c'est la capacité à pouvoir se fondre dans la masse sans pour autant perdre sa place de leader. Voilà, c'est la capacité, c'est deux choses. C'est d'abord, c'est la capacité à inspirer. C'est la capacité à donner aux gens l'envie de venir travailler avec vous, de façon volontaire. Parce que vous les inspirez, parce que vous leur permettez, parce qu'ils pensent qu'avec vous, ils vont se développer, ils vont pouvoir avancer. Mais ce ne sont pas que des mots. Il faut que ce soit quelque chose que vous devez vivre en pratique. Et ça appelle à tout ce qu'on appelle toutes les notions de délégation, toutes les notions de mettre en avant vos potentiels hauts, toutes les notions de pousser vos collaborateurs pour qu'ils puissent avancer. C'est ces notions qui sont importantes et c'est ces notions qui font ce qu'on appelle réellement un leader. Et c'est la même chose sur le plan politique que sur le plan professionnel. Voilà. Malheureusement, on ne fait pas toujours la différence. Les gens sont craints en réalité. En fait, ils sont craints. En réalité, dans la majorité des cas, ils sont craints. Mais ils ne sont pas forcément des leaders, ils sont craints en réalité. Ouais. Bon, il y a toujours une question qui vient par contre souvent. Est-ce que c'est quelque chose d'inné ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut... Est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend? Qui s'apprend, oui. À mon humble avis, c'est les deux. En réalité. Inné parce que il y a toujours une petite dose de l'éducation que vous avez reçue dans le leadership que vous allez transmettre demain. Donc, il y a toujours une petite dose qui est importante. Vous avez des gens qui ne seront jamais leaders dans la vie parce qu'on les apprend, parce qu'on les éduque à mépriser les autres. Quand on vous éduque pour vous faire croire que vous êtes supérieur aux autres, vous n'allez jamais... Ça va être dans vos chromosomes, je veux dire. Vous n'allez jamais avoir le réflexe de dire, tiens, il faut que je me rabaisse à leur niveau. Vous rabaissez, même pas vous mettez à leur niveau. Donc, à ce niveau, ça peut impacter. Après, maintenant, pour être leader de quelqu'un, il faut pouvoir lui apprendre quelque chose en plus. Il faut pouvoir lui montrer la voie. Et ça, où intervient le savoir. Donc, c'est les deux. Mais je pense que si on a fixé les bases dans le domaine de l'éducation, après, ça doit pouvoir être accessible à tout le monde.
Et je pense que le danger se trouve dans la mesure où le leader se considère comme héros. Dès que cette personne perd ce poste-là, après, il n'est plus craint. On ne le craint plus. Non, mais il devient une personne lambda, comme tout le monde. C'est même pire. Moi, j'ai travaillé avec des gens il y a peut-être 25 ans. 25 ans. Mais chaque fois que je passe quelque part, s'ils sont à 100, à 200 mètres, ils s'arrêtent, ils viennent te saluer. Et quand tu es craint, quand tu vois un ancien collaborateur, c'est toi qui vas te cacher. Et c'est ce qui se passe. Et c'est là où je dis que pour les jeunes, je vais souvent sur ça. Un jeune qui veut faire une belle carrière, tu as intérêt à ne pas forcément commencer dans des endroits où c'est pas forcément la connaissance, c'est pas forcément le partage, c'est pas forcément la générosité, parce qu'après tu vas avoir de grosses difficultés pour pouvoir t'adapter. Va apprendre, accepte avec humilité et développe tes capacités de leadership. Après ça va venir tout seul. Monsieur Sakho, est-ce que vous avez rencontré des obstacles dans votre parcours? Ah oui, j'en ai connu, mais je les ai plus souvent considérés comme des opportunités. Je dois avouer quand même que moi j'ai fait 23 ans dans le secteur privé, 6 ans dans le secteur public. Je peux vous dire que les grosses difficultés que j'ai eues, c'est dans le secteur public. Parce que dans le secteur privé, les codes sont clairs. Vous êtes payé pour une fonction, tout est bien défini de façon claire. Dans l'administration publique, vous avez des... c'est très difficile. C'est très, très difficile. Et qu'est-ce qui vous devez vous asseoir sur certains principes. Il y a des batailles... parfois, vous asseyez sur vos principes pour avancer. Bon, c'est que dans la vie, il y a des batailles qu'il faut mener, il y a des batailles qu'il ne faut pas mener. L'avantage de travailler dans l'administration publique, il est dû au fait que vous rendez service directement aux populations et qui voient un impact sur ce que vous faites. Quand vous travaillez dans l'administration privée, quand on vous dit vous avez un budget de 100, vous avez un budget de 100. Quand vous travaillez dans l'administration publique, vous avez un budget de 100, à la fin, vous allez vous trouver avec un budget de 50. Je parle de choses. Un budget voté par votre conseil d'administration, voté par l'Assemblée nationale de votre pays, on vous dit vous avez 100, à la fin, vous allez trouver avec 50. C'est ça. Je vous ai dit les notions de loyauté. Ça n'existe pas. Mais quand vous venez dans l'administration publique, c'est vraiment... C'est même pas des chefs, c'est des dieux. Et le pire dans tout ça, c'est que vous avez en face de vous, peut-être qu'ils sont dessus, qui sont des personnes qui ne sont pas plus compétentes que vous. Ils sont même loin. Et vous avez les mêmes problèmes en dessous également. Vous ne pouvez rien faire. Vous travaillez 2 fois plus parce que les personnes incompétentes, vous êtes obligés de faire leur travail à leur place. Absolument. Quand vous avez un système où il n'y a pas de sanctions négatives, il n'y a que des sanctions positives, vous ne pouvez pas avancer. Je pense que c'est les moments... C'était très... ce fut difficile. Mais je pense qu'on a fait de très belles choses. Je dois dire quand même, j'ai eu un peu de chance. Parce que moi, quand je suis rentré dans l'administration publique, le premier poste que j'ai occupé, c'était directeur général de l'OFOR. L'OFOR, j'étais l'employé numéro 1. Donc, j'avais la latitude d'aller chercher des gens. Et je suis parti chercher des gens. J'ai pris des gens du privé, j'ai pris des gens du public. On a fait un mix. On a quand même fait une belle équipe. Mais c'était pas forcément évident à cause des problèmes dont je vous parle, des problèmes de budget, des problèmes. Mais on a fait une très belle équipe. Et j'ai dit parce que c'était pas que moi, on a essayé de transposer certaines pratiques du secteur privé dans le secteur public. Et on avait les résultats.
Bon, après, je suis parti travailler pour l'Office national des eaux du Sénégal, l'ONAS, où c'était beaucoup plus complexe. Mais la transition privée-publique est possible, mais la transition publique-privée, elle doit être, à mon avis, beaucoup plus compliquée. Les codes sont complètement différents. Même si les challenges du public sont beaucoup plus élevés. C'est uniquement à ce niveau que, dans le secteur public, que j'ai eu quelques, je vais dire, difficultés, et j'ai essayé de les transformer en opportunités. Mais après, il y a des choses qui sont parfois pas négociables. Il y a des choses qui sont parfois pas négociables. Je regrette absolument rien. Mais j'ai pensé, globalement, hein, dans le secteur public, j'ai pensé des moments fabuleux avec des gens avec qui j'ai travaillé. Mais si vraiment il y a eu des difficultés dans ma carrière professionnelle, c'est dans le secteur public. À part ça, ça s'est très bien passé. J'ai jamais eu de gros problèmes dans le secteur privé quand j'y étais. Mais dans le secteur public, c'était un peu plus difficile. Et personnellement parlant, sans pour autant parler de votre vie privée, bien entendu, mais est-ce que vous avez eu à vivre certaines expériences qui vous ont fait douter de vous, parfois? Non, jamais. Jamais. Bon, il y a eu des choses difficiles qui se sont passées quand je travaillais dans l'administration, les articles de presse et tout. Après, ce sont les enfants qui se posent des questions. Mais j'ai jamais, never ever, comme on dit, j'ai jamais douté de moi. Et là, je doute pas de moi. J'ai jamais douté de moi. Je doute pas de moi parce que je suppose que et je pense que tout ce que je fais, je le fais dans les règles de l'art. Parfois, il peut y avoir des petits problèmes, mais j'ai jamais douté un seul instant. Vous restez optimiste, comme vous le dites oui, sur votre page Facebook. Je reste très optimiste dans tout ce qu'on fait, mais j'ai beaucoup d'interrogations, surtout pour les jeunes. Il y a des choses qui me font très mal au cœur. Ils me font très mal. C'est pas le Sénégal, c'est nos pays en général. Hein. Des gens comme moi, de ma génération. Vous investissez tout pour vos enfants. Tout. Ils finissent ses études, ils ne veulent même pas trouver un stage, ils restent à la maison. Et ça fait mal quand même. Ça fait très très mal. Alors que une approche différente, une vision différente aurait pu changer les choses dans nos pays et que nos jeunes ne se trouvent pas dans ces situations. Tout Sénégalais qui en a les moyens essaie d'envoyer ses enfants étudier à l'extérieur. Tout Sénégalais qui en a les moyens essaie d'envoyer ses enfants dans les écoles privées. Le Rwanda est en train de fermer ses écoles privées. Parce que les écoles privées au Rwanda n'ont plus d'élèves. C'est de là que je dis, c'est où on revient sur cette affaire de vision. Tout à fait. De générosité, de dire je veux que mon pays devienne comme ça. Je pense qu'il y a certaines choses qu'on aurait pu éviter au Sénégal. C'est très difficile. Je me pose beaucoup de questions. Je ne dis pas qu'il faut baisser les bras. L'université de Dakar est fermée depuis longtemps. Est-ce qu'on pense à tous ces jeunes, à tous ces parents qui se réveillent tous les matins et qui voient ces jeunes traîner à la maison? C'est tout ça qui fait que j'ai parfois très mal, mais je reste positif. C'est des moments difficiles à passer. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça parce que notre jeunesse mérite mieux que ce qu'elle a. Ça ne peut pas continuer comme ça parce que c'est la majorité. Cependant, ça c'est mon avis, je pense qu'elle ne prend pas ses responsabilités. Nous sommes dans ce que moi j'appelle la loi des nombres. La loi des nombres, c'est les plus nombreux qui gouvernent. Quand tu vois la pyramide des âges de ce pays, et que les jeunes dans notre pays n'ont aucune responsabilité significative. Quand je parle de jeunes et responsabilité, mais je parle de jeunes formés, diplômés, capables d'assumer des charges publiques. Le mot a leur sens. Je parle des jeunes diplômés, capables d'assumer des charges publiques.
ils n'ont pas leur place dans notre pays. C'est-à-dire, on est dans une stratégie de nivellement par le bas. Mais tant qu'on ne sortirait pas de ce schéma, ce pays va toujours rester dans les mêmes difficultés. Et seuls les jeunes ont le pouvoir de changer les choses. C'est la loi des nombres, ils sont formés, ils comprennent. Et je pense qu'ils doivent s'engager davantage pour prendre les choses en main et dire c'est nous qui dirigeons, et je pense que c'est possible. Ça commence dans certains pays, mais je pense que nous, au Sénégal, nous sommes très très loin. Nous sommes très très loin des comptes. Et ça fait très très mal. Et plus on avancera, je vous ai parlé de la dynamique démographique, et plus on avancera, plus l'écart va se creuser davantage. Absolument. Mais ils ne doivent pas du tout baisser les bras. Ce pays appartient aux jeunes. Ils doivent prendre des responsabilités, s'engager et dire « nous voulons notre place ». Je ne parle pas de quelque chose qu'on leur donne. Ils doivent aller chercher et arracher. Et ils en ont les moyens. Et je pense que c'est à ce niveau qu'également que je vais revenir sur la notion de leadership. Un bon leader devrait accompagner ce processus. Dans le bon sens. Je reprends l'exemple du Rwanda. Quand vous allez au Rwanda, la majorité des femmes à l'Assemblée sont des femmes. Quand vous allez en Rwanda, des postes stratégiques sont occupés par des femmes. Mais pas n'importe quelle femme. Nous n'avons pas la parité au Sénégal. Mais les femmes à l'Assemblée nationale au Sénégal, on les utilise pourquoi? Pour insulter. Et pour faire des histoires. Au Rwanda, vous avez les femmes les plus diplômées qui sont à l'Assemblée nationale. Le Rwanda est trop loin. Allez dans les îles du Cap-Vert, c'est la même chose. Et je pense que cette dynamique doit... Ça, c'est la volonté, c'est la capacité de leadership de Kagame qui a fait ça. Mais je pense que dans nos pays, si ça n'est pas faisable, les jeunes doivent prendre leurs responsabilités, s'organiser, s'engager, dire « Hey, les gars, nous voulons prendre le pouvoir. » Et ils en ont les moyens parce qu'ils sont les plus nombreux. Et je pense que c'est à ce niveau qu'il faudrait qu'on travaille et qu'on puisse les accompagner. Sinon, on ne s'en sortira pas. Absolument. Notre pays est en tournant très important. Nous allons être pays producteur de gaz et de pétrole. Ça me permet peut-être d'enclencher un peu sur les nombres, sur les chiffres. On va être producteur de gaz et de pétrole. Le budget qui est prévu pour les générations futures, c'est 2 000 milliards sur 30 ans. Ça fait 75 milliards par année. Qu'est-ce que c'est que cette somme d'argent? Ça montre un peu la place qui est donnée à ces jeunes. Mais ça, c'est parce que les personnes qui décident ne sont pas jeunes. Leur avenir est derrière eux. Si les jeunes avaient les choses en main, je pense que ça ne se passerait pas comme ça. Mais encore une fois, quand je parle de jeunes diplômés, capables d'assumer des charges publiques. Je ne parle pas de paravent. Je ne parle pas de dire je mets des jeunes pour mettre des jeunes. Et pour ça, il y a des ruptures importantes dans nos pays. Moi, je pense que toutes les fonctions importantes doivent faire l'objet d'appels de candidature. Et après, on fait une discrimination positive pour les jeunes. Regardez les problèmes d'innovation, les problèmes d'entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous trouvez dedans? Vous voyez comment les jeunes dans ce pays, ils sont talentueux, mais vous ne les voyez jamais, personne d'entre eux à ces postes. Personne d'entre eux. J'en ai rencontré un qui est au Canada, qui était ici, qui a dit, moi, je préfère mettre ma société basée aux États-Unis, parce que là-bas, on va accompagner et travailler au Sénégal. Ils vont tous partir. Et c'est ça le risque, en réalité. Et je pense que c'est pas une fatalité, c'est une question de vision. Ça doit changer. Ouais. Je donne, à chaque lutteur, je promets 50 millions et une maison. Un jeune qui démarre, un agent innovant qui démarre, il demande 10 millions, on ne lui donne pas. Vous voyez la césure? Ouais. Et je pense que c'est à ce niveau qu'il faut. Et je crois que c'est possible. Notre pays est en tournant très important. J'espère vraiment que le prochain président du Sénégal va prendre cette question à bras le corps et la régler définitivement. Parce qu'on souffre tous. Les jeunes souffrent, mais les parents souffrent davantage encore. Tout le monde souffre. Tout le monde souffre. Et je pense qu'on peut rester optimiste par rapport à ça. Et peut-être que demain, on trouvera des solutions heureuses. Et justement, pour aborder l'un des maux de notre société, la précarité de l'emploi et des revenus. Et voilà. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que
les propositions ou le dispositif mis en place par l'État et les réponses en fait de l'État sont en corrélation ou en adéquation avec les attentes des jeunes. Bon, je dirais pas que rien n'a été fait, mais il y a des constats. Le premier dispositif d'encadrement des jeunes, c'est le FNPJ, mis en place par Blaywad 2000. 2023, 23 ans. Après, il y a eu la terre, il y a eu tout. Est-ce que ça a changé? La situation s'est plutôt empirée. Ça veut dire que les méthodes ne sont pas bonnes, en réalité. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on réfléchisse encore comment nous allons faire. La première chose, je pense, à mon avis, tu as la DER, tu as la DPM, tu as la CEPEX, tu as le F3P encore, tu as quoi encore? ANPEJ. C'est 5. Ouais. Tu as 5 directeurs généraux, tu as 5 secrétaires généraux, tu as 5 sièges, tu as une multitude de personnes. Je pense qu'on aurait dû, de façon intelligente, voir comment nous devons agréger tout ça, avoir une seule organisation et lui fixer le cap. C'est pas son rôle de financer, parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Qu'est-ce que tu peux faire avec 500 000, avec 1 million? Je pense que ça, c'est le premier dispositif qui ne fonctionne pas, sur lequel il faut retravailler. Et je pense que c'est pour ça que j'ai dit, nous sommes en tournant, j'espère que les gens en prendront compte. L'autre problème majeur que nous avons, c'est qui doit créer des emplois dans un pays. Et je pense que cette question, il faut qu'on revienne dessus. Il est reconnu de façon unanime que l'État doit accompagner la création d'emplois, mais ce qui crée des emplois, c'est le secteur privé. Mais quand vous avez dans votre pays un secteur privé inexistant, parce que je suis quelqu'un qui est très ouvert au monde. Je ne suis pas fermé. Je ne crois pas à certains aspects du patriotisme. Je n'y crois pas. Je pense que le monde doit être ouvert. Mais il faut une ouverture qui permette aux gens qui vivent dans le pays de s'en sortir. Aujourd'hui, le secteur privé sénégalais, il est marginalisé, il est inexistant. Contrairement à ce qu'on dit, c'est pas parce qu'ils sont pas bons, c'est parce qu'on a fait un choix de les marginaliser. À la limite, on en fait des sous-traitants si le secteur privé international accepte. L'exemple le plus patent, c'est comment on appelle ça? L'Arena. L'Arena de Diamniadio, tout ce que les Turcs ont acheté ici, c'est le ciment. Ils ont pris leur truc là-bas, ils ont posé, ils ont amené le ciment. On aurait pu nous battre pour faire travailler le secteur privé national sous-traitant. On aurait pu prendre certaines mesures pour que tous les projets majeurs de l'État, que le secteur privé national soit impliqué. Ça n'est pas du tout le cas, en réalité. Et c'est ça qui pose des problèmes d'emploi. Quand on parle de Réunaoui, c'est bien. Je pense que c'est des initiatives. Mais vous payez combien? 50 000, 60 000. Ce qu'on appelle un emploi, les mots ont leur sens. Un emploi doit être décent, doit te permettre de vivre. Mais qu'est-ce que tu fais si on te paye 60 000, 70 000? Quand tu vois toute cette nuée de jeunes en train de conduire des motos-taxis, la plupart sont diplômés de l'enseignement supérieur. Le problème de l'emploi des jeunes a été un échec total. C'est pas seulement ce régime, mais je pense même ce WAD, on n'a jamais arrivé à le régler parce qu'il y a un effet multiplicateur. On a 300 000 jeunes qui sortent chaque année, il y en a 30 000 qui arrivent à trouver des emplois. Il faut aussi qu'on fasse attention. Être entrepreneur, c'est une vocation. Être entrepreneur, c'est un rêve. Être entrepreneur, c'est une qualité. Ça n'est pas parce que les jeunes ont des problèmes pour trouver des emplois qu'on va dire à tout le monde, allez entreprendre. Tout à fait. En fait, et ça également, c'est un leurre. Ça n'est pas possible, ça ne marche pas comme ça. On est un pays de 14 millions d'habitants, très pauvre. Si tout le monde se met à vendre, qui va acheter? Et je pense qu'il faut qu'on revienne aux fondamentaux. Et c'est là où je dis, il est très important que celui qui va prendre en charge ce pays change complètement de direction.
Le pétrole et le gaz doivent nous permettre de développer, d'industrialiser notre pays. Industrialiser notre pays, c'est arriver à baisser les coûts de facteurs techniques de production comme l'électricité, qui est très cher. On a les coûts d'énergie au kilowattheure les plus chers au Sénégal. Quand tu es comme ça, tu ne peux pas être compétitif, ça n'est pas possible. Et je pense que ça, c'est un de nos plus gros problèmes. Mais si on doit faire comme le Nigeria, si on doit faire comme l'Angola, on prend notre pétrole, on le met dans les bateaux, on l'envoie, c'est qu'on ne va absolument rien voir. Et il y a beaucoup d'attentes sur le pétrole. Le pétrole nous amène quoi aujourd'hui? Près de 700 milliards de francs CFA par année et 75 milliards de francs CFA pour ce qu'ils appellent le fonds générationnel. Mais c'est absolument rien, c'est 10% du budget. La façon dont les stratégies sur le pétrole sont mises en œuvre ne vont changer absolument rien. Maintenant, après, il y a autre chose. Il faut maintenant travailler sur les priorités. Les priorités, c'est on investit quoi? En fait, ça, c'est également important. Je pense que quelque chose qui peut développer les emplois, c'est les routes. C'est important parce qu'il faut que les gens se déplacent pour faire du business. Tout à fait. Quelque chose qui n'a aucun sens pour moi, c'est le stade Abdoulaye Wade. Quelque chose qui n'a aucun sens pour moi, c'est l'ARENA. Je ne peux pas financer 125 milliards, 150 milliards de francs CFA et j'ai des abris provisoires. Je ne peux pas financer 150 milliards de francs CFA alors que je suis incapable de mettre en place un fonds pour permettre à mes entreprises nationales de pouvoir avoir des leviers d'investissement. En fait, c'est ça qui manque. Aujourd'hui, même nos plus grandes entreprises, si on prend 2 ou 3, ils n'ont même pas de moyens pour lever des investissements. En fait, c'est tout ça. Mais ça, c'est le rôle de l'État. Avec le secteur privé, c'est pas seulement son rôle, mais c'est l'État qui doit accompagner ce processus-là. J'ai 150 milliards que je mets dans un CEP, mais je prends 150 milliards, j'en fais des lignes de crédit pour mon secteur privé. Et je leur permets d'être beaucoup plus compétitifs. En fait, et je pense que c'est tout ça. Il faut une vision beaucoup plus globale. Mais ça, il y a une raison particulière. Je ne suis pas dans une logique de diviser ou de discréditer. Quand tu prends un pays comme la Côte d'Ivoire, si tu vois ce qui est dans le gouvernement d'Alassane Ouattara et ce qui est dans le gouvernement, c'est complètement différent. Quand tu prends un pays comme la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, je pense que le secteur privé ivoirien est beaucoup plus dynamique que le nôtre. Malgré 10 ans de guerre civile, ils ont toujours été très loin leaders et 40% du PIB de l'UEMOA. Parce que les fondements étaient solides. C'est pas le cas chez nous. Mais je dis encore une fois, c'est pas désespéré. Mais c'est pas quelque chose qu'on va régler en 5 ans. Il faut aussi dire la vérité aux Sénégalais. Les difficultés sont énormes. Notre pays est super endetté. On a un déficit budgétaire énorme également, et ça, il faut le fixer. Mais c'est pas en 2 ans, 3 ans qu'on va le faire, c'est sur la durée. C'est pour ça que moi, j'ai beaucoup d'espoir que ceux qui viendront pour prendre en charge ce pays devront forcément changer de façon de faire. Parce que je ne crois pas que les populations vont continuer à se laisser faire comme ils le font actuellement. Tout à fait. Et pensez-vous que le modèle du Rwanda est applicable ou quelles sont, vos recommandations pour une stabilité politico-sociale, voire même économique? En fait, on prend toujours le modèle du Rwanda, à 500 km de nous. Oui. Les îles du Cap-Vert, c'est une démocratie parfaite. Il n'y a pas d'un dégueule de marabout là-bas. Vous avez les bonnes personnes. À côté, ici, 500 km, allez faire le tour. Vous n'aurez pas de corruption là-bas. Ils sont très avancés dans tous les domaines. En réalité, je dis c'est une question de volonté politique. Le modèle de Kagame est difficilement applicable parce que nous supposons être une démocratie. Même ça, il faut relativiser. Oui. C'est là où c'est difficile. Mais il faut quand même savoir pourquoi le Rwanda est en arrivé là. Mais le Rwanda, c'est qu'ils sortent d'un traumatisme. Oui. Avec des millions de morts, génocide. Ils ont tous compris qu'il faut se ressaisir. Et il y a des valeurs sociales au Rwanda. Au Rwanda, quand on soupçonne un directeur général d'avoir détourné de l'argent, vous savez qui a le plus mal? C'est sa famille. C'est d'abord son entourage. Ici, c'est l'entourage qui applaudit ce qui se passe dans nos pays. Et je pense que il y a des dysfonctionnements énormes dans les fondements de notre société qu'il faudrait qu'on corrige. Et ça, c'est pas la faute d'un régime, c'est notre faute, nous tous, en réalité. Oui.
Et c'est ça qu'il faut changer. C'est pour ça que, vous savez, un changement de culture, ça dure beaucoup plus de temps. Ou bien vous le réglez par la force, et ça n'est pas possible dans notre pays à cause de la nature de notre régime. Donc ça va prendre beaucoup plus de temps. Et je pense que c'est là où nous avons en réalité beaucoup de problèmes. Les gens me disent souvent Rwanda, Rwanda. Mais allez voir à côté. Le Cap-Vert, c'est 500 km d'ici, c'est pas loin. C'est eux qui vivent ici. On les appelle portugais. On pense que leur rôle, c'est de coiffer et de faire la peinture. Mais c'est archi faux. La dernière fois que j'y étais, il y a peut-être 15 ans, ils étaient déjà très loin sur beaucoup de choses. Ce pays a eu son indépendance 14 ans après le Sénégal. Après le Sénégal. 14 ans. Et ils sont beaucoup plus avancés que nous sur beaucoup de choses. Ce qui se fait ici n'est pas possible. On parle d'exception sénégalaise en matière d'élection. Mais ces gens, ils votent depuis très longtemps. Et je dis, ils votent aujourd'hui, les résultats sortent demain et le lendemain, ils vont au travail. Ils ont compris les priorités. Ils ont compris les priorités, mais je pense qu'il y a surtout un problème de culture. Nous, notre pays a profité pendant longtemps de ce chapeau de démocratie pour tirer l'aide internationale en réalité. On était ce qu'on appelait l'exception. Mais on n'est plus le cas du tout. Le Ghana est beaucoup plus démocratique que le Sénégal. Ce qui se passe dans ce pays, c'est juste inimaginable. Encore une fois, comme je dis, je pense qu'on peut redresser ce pays. Mais c'est pas quelque chose qui se fera sur 5 ans. Ça va prendre du temps. Le seul souci, c'est que les problèmes de la jeunesse n'entendront pas. Et je pense qu'ils vont plus accepter de se laisser faire comme ce qui se faisait avant. Tout à fait. Monsieur Sakho, l'interview tire à sa fin. Est-ce que vous avez des conseils que vous pouvez prodiguer à la jeune génération en termes d'évolution professionnelle et personnelle? Et selon vous, quelles sont les valeurs fondamentales auxquelles cette jeunesse devrait s'adosser? Je pense, on l'a dit tout à l'heure, c'est la discipline, mais également le savoir. Les conseils à prodiguer, il n'y en a pas 50. Prenez le pouvoir. Vous êtes plus nombreux, prenez le pouvoir. Refusez qu'on fasse de vous des faire-valoir pour insulter. Mais prenez le pouvoir, organisez-vous, vous êtes les plus nombreux. Aujourd'hui, un leader comme Ousmane Sonko, il fait partie des vieux. Il fait partie des vieux. Il n'est pas si jeune. Non, si tu prends la tranche d'âge du Sénégal, il fait partie des vieux. Et les autres, j'en parle même pas. Vous avez des gens qui sont des arrière-grands-pères qui sont toujours là. Mais prenez le pouvoir. Si vous ne prenez pas le pouvoir, les choses ne changeront pas à votre faveur. Il n'y a pas autre chose à faire. Prenez le pouvoir. Vous êtes la masse, vous avez le nombre qu'il faut. En fait, c'est-à-dire, je ne comprends même pas. Les jeunes d'aujourd'hui sont mieux formés que nous. Ils sont mieux formés que nous. Nous, dans notre temps, il n'y avait pas tout ça. On n'était pas ouverts au monde. Les jeunes sont capables de savoir tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Mais prenez le pouvoir. Je pense que c'est à l'échelle du Sénégal, c'est à l'échelle de l'Afrique. Ceux qui sont là ne sont pas prêts à changer les choses pour vous. Ils sont dans des stratégies de rente. Comment je dois faire pour continuer? Tout à fait. Il n'y a pas de secret. Organisez-vous, prenez le pouvoir et refusez qu'on se serve de vous. C'est aussi simple que ça. Et je pense que c'est depuis 1960, vous vous rendez compte, une université qui est fermée, qu'est-ce que ça envoie comme signal? On ferme ce qu'on appelle le temple de savoir. Les 100 ans de Cheikh Anta Diop tombent avec la fermeture de l'université de Dakar. Et sans raison. On vous dit d'aller faire cours à la foire de Dakar. Prenez le pouvoir, c'est aussi simple que ça. Tant que vous resterez sur le trottoir, ça va être exactement. Et comme on dit, il y a un proverbe qui le dit, tant que le chasseur se mettra à raconter l'histoire de la chasse, c'est lui qui sera toujours gagnant. Et c'est la même chose qui s'applique. C'est aussi simple que ça. Je vous remercie beaucoup, ça a été ravi. Et je vous demande de vous abonner. Je pense que Rahma est un modèle. Est un modèle de ce qu'il faut faire. Il y a Rahma, il y a Choi, il y a beaucoup de jeunes que je connais, que je rencontre, qui se battent tous les jours. Et qui auraient simplement besoin d'un simple coup de pouce. Et je pense que c'est par là qu'on va développer un pays, c'est la jeunesse. Et je vous demande de vous abonner. Et je suis certain que
les mots MAUX vont disparaître de nos pays si on s'y met tous ensemble et on n'aura que des mots MOT pour pouvoir aller de l'avant. Tout à fait. Comme le dit notre cher Guy Corneau, les mots MAUX vont cesser d'être maudits. C'est ça. Tout simplement. Merci beaucoup, Monsieur Sakho, d'avoir bien voulu prêter vos mots à mes mots érales. Et continuez de prier parce que je reste convaincue que votre lumière est assez suffisante pour éclairer les esprits et toute personne qui saura vous écouter de manière positive, tout en essayant de prendre le meilleur de vos mots. On va y arriver. On va y arriver. Merci beaucoup. C'est moi. Prenons alors le pouvoir, comme l'a si bien dit notre cher et pertinent Monsieur Lansana Gagny Sakho. Merci pour ces valeureux conseils. Nous avons parlé de son parcours, du véritable sens du leadership, de la situation économique, politique. Je vais te demander de t'abonner, de liker cette vidéo et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se donne rendez-vous très bientôt. Morale, des mots et des sens. Pour des morales et pour le moral. À bientôt.